suite, on passe à la présence de Lounis et Ilyes Lacal, qui vont nous présenter donc un sujet sur la gestion de crise et sur l'évacuation d'urgence. Alors, ce sont deux jeunes que j'ai rencontrés sur Préventica et qui vont nous expliquer, qui vont d'abord se présenter, puis qui vont nous expliquer un petit peu comment dans la gestion de crise on peut améliorer les choses, notamment dans l'évacuation d'urgence. Bonjour Lounis, bonjour Ilyes. Je vous donne la parole tout de suite et je vous laisse vous présenter. Bonjour Monsieur Monti, bonjour Bonjour. à tous et à toutes. Merci pour l'invitation, Monsieur Monti. Pour me présenter assez rapidement avant de démarrer, on a préparé une petite présentation, mais c'était peut-être plus sympa de se présenter face caméra, si je peux dire. Pour ma part, je m'appelle Lacal Ilyes, je suis cofondateur de la société Contact en charge plus de la partie technique de l'entreprise. C'est ça. Et pour ma part, donc, Lounis Lacal, bonjour à toutes et à tous, donc, fondateur également de la société Contact, ingénieur de formation, notamment lié aux systèmes industriels et performance, qualité des systèmes industriels avec quelques compétences en expertise, un peu de maîtrise des risques industriels. Et puis en charge, du coup, moi, plus de la partie commerciale et marketing de la société. Voilà, aujourd'hui, nous sommes situé à Grenoble, donc pour Contact, 6 dans la société actuellement. Et voilà, on est une startup French Tech. Donc voilà un peu. Voilà, c'est toujours bien d'avoir des jeunes qui cherchent à utiliser les nouvelles technologies pour améliorer. On va le voir dans le cas présent sur notamment la sécurité lors des évacuations. Yes, eh ben, Allez-y. on démarre, c'est ça. On va juste, je pense, couper la caméra pour avoir une bande passante parfaite, je dirais. Et puis voilà. Tout est bon là, tout le monde voit bien là. C'est parfait. Parfait. Vous pouvez y aller. Eh bien, allons-y. Alors bon, eh bien, Contact, la gestion de crise et l'évacuation d'urgence, bien évidemment, toujours au cœur des débats, 3 ans après Lubrizol, comme indiqué dans le sujet du webinaire d'aujourd'hui. Donc globalement pour aujourd'hui, donc on va présenter assez rapidement, pour introduire ce qu'est une gestion de crise, parce que c'est quand même important de poser entre guillemets les bases et illustrer tout ça avec le cas particulier qu'on a pu connaître en 2019, donc avec Lubrizol. Suite à ce cas, en fait, montrer un peu ce que ça a impacté, les recommandations de la drill qui a pu y avoir, de la DREAL, pardon, après ce cas-là de Lubrizol. Et enfin, pour vous présenter en fait en lien avec ces 3 premiers points, notre solution, puisqu'elle se découle de tous ces éléments présentés auparavant. Et on vous laissera aussi poser quelques questions et on sera à même de vous répondre au mieux. Yes. Alors, donc, bien évidemment, commençons un peu par le début et la définition d'une crise, puisqu'elle se définit par un imprévu qui vient perturber l'activité normale d'une entreprise. Et finalement, on peut faire le parallèle aussi avec voilà, des établissements recevant du public. On pourra voir que le sujet d'aujourd'hui ne s'adresse pas qu'aux industriels, mais à un large panel public d'établissements allant du musée, de l'école, d'un sous-traitant tertiaire, mais également des industriels. Donc ainsi, la crise identifiée telle qu'elle est, c'est lorsqu'il y a une perturbation organisationnelle de l'entreprise sur le moyen long terme. Et il y a 2 moyens de gérer une crise. En effet, selon le degré de responsabilité engagé, soit celle-ci est plutôt localisée à une seule branche de l'entreprise et peut être gérée par un responsable et quelques membres du secteur qui est concerné, je dirais. En revanche, si celle-ci est un peu plus généralisée et qu'elle impacte plusieurs branches de l'entreprise, avec une responsabilité qui peut toucher jusqu'au directeur, responsable de site, responsable sécurité du site. Alors, il faudra déclencher une cellule de crise et la mettre en place. Et donc, aujourd'hui, c'est pour ça qu'on l'a entouré, aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur ce cas spécifique de la cellule de crise. Qu'est-ce qu'une cellule de crise? Finalement, c'est tout simplement un peu une task force ou un focus group qui se forme pour prendre des décisions et des mesures de gestion de crise. Nous y retrouvons bien souvent un responsable de site, membre de direction générale, des coordinateurs, des membres juridiques, communication, etc., des membres de l'équipe sécurité.
Et ensemble, ils doivent résoudre une crise afin d'éviter l'accentuation des préjudices, avant tout humains, mais aussi matériels, et derrière qui impacteront financièrement l'entreprise. Donc, dans certaines organisations, certaines entreprises qu'on a pu rencontrer, chaque typologie de risque, pour les mieux, entre guillemets, les mieux équipés, les mieux préparés, chaque typologie de risque peut enclencher des cellules de crise spécifiques ou différentes avec des responsables de crise qui peuvent être différents. Un peu comme on peut le voir à l'écran, contrairement à ce que beaucoup peuvent croire ou s'imaginer, une cellule de crise n'est pas activée que pour des incendies, mais peut être activée pour des problématiques, par exemple, de santé, d'un homme clé, par exemple, à forte responsabilité de la société qui peut être touché, ou pour des attaques cyber, une question qui est encore plus d'actualité aujourd'hui, ou encore pour des intrusions. On a pu le voir hier chez Lafarge, hier matin encore, avec des activistes climato-sceptiques. Et donc, les différentes crises aujourd'hui que nous traversons, les tensions sur les matières premières, la Covid-19, les guerres, la guerre en Ukraine, les tensions Chine-États-Unis, la question aussi climatique, fait que voilà, gérer une crise est devenu plus important que jamais. Et plus que gérer, il faut s'y préparer et l'anticiper au mieux. Ce matin, on a vu avec Ilyes une note du groupement des fabricants installateurs des systèmes d'extinction automatique qui disait qu'en prévision des possibles coupures de tension et du réseau électrique en France, cela pourra impacter la sécurité des établissements et notamment leur système d'extinction automatique. Et ils disent notamment que les coupures et les chutes d'alimentation peuvent créer un fonctionnement non prévu des produits, et qu'il faut potentiellement s'attendre à des défauts, si ce n'est, dans le pire des cas, un arrêt complet du système d'extinction. Et donc, sans évoquer aussi voilà, le fait que cela pourra impacter aussi la maintenance des entreprises, pourra impacter la production, etc. Des coupures de tension qui n'étaient pas forcément prévisibles ou prévues voilà, dans l'industrie et en général dans toute entreprise. Donc, autant dire que la question de la crise n'est plus que jamais d'actualité. Donc, en effet, aujourd'hui, nous allons évoquer le cas de Lubrizol, revenir rapidement, hein, ce n'est pas l'intérêt de revoir ce cas-là en profondeur, je dirais, mais c'est parce que derrière, il a déclenché un certain nombre, je dirais, de recommandations et puis d'actions en termes de contrôle et puis de culture prévention sécurité en France et de gestion de crise. Pour rappel, en bref, hein, c'était à Rouen en septembre 2019, voilà, un accident industriel dans cette entreprise qui était Seveso, seuil haut, un incendie chimique avec des échappements de fumée et de gaz, et derrière, qui a impacté l'entreprise avec des dizaines de millions d'euros de préjudice. Et donc, cela a eu un impact monétaire parce qu'il y a eu derrière un déclenchement de fonds de dédommagement, que ce soit pour les agriculteurs à hauteur de 20-30 millions d'euros, des collectivités locales, des populations, des entreprises environnantes qui ont été aussi également impactées et qui ont demandé à être dédommagées. Pardon. Autant dire que d'un point de vue monétaire, Lubrizol, ça n'a pas été juste l'arrêt de production ou, je dirais, le fait de remettre en activité le site, mais ça a été aussi derrière tout un impact monétaire sur les fonds de dédommagement. Après, sans parler de l'aspect humain, puisque encore aujourd'hui, il y a des études qui sont menées sur la santé de la population qui a été touchée par l'incendie de Lubrizol, et un suivi tout simplement des personnes, un suivi sur les personnes qui sont nées après, les personnes sur les natalités qui ont été effectuées à la suite de Lubrizol, et sur de possibles cancers aussi humains. Donc voilà, donc il y a eu un réel impact aussi humain à la suite de cet incendie-là, et également un impact psychologique de la population qui a été vraiment très dur, voilà, avec des échappements de fumée, et puis derrière, je dirais, psychologiquement parlant, ça a été compliqué pour les populations environnantes. Puis sur l'aspect d'image, cela aussi a marqué, je dirais, ça a été le premier incident majeur de l'ère numérique, entre guillemets,
puisqu'il y a eu plus de 200 000 tweets en 24 heures à la suite de cet incident et un peu plus de 20 000 documents rédigés, d'articles qui ont été rédigés à la suite de ce cas-là. Donc, un impact qui n'a pas été juste, je dirais, lié à de la productivité, mais vraiment un impact global lié voilà, à cet incident-là. On peut faire l'exemple aussi, enfin le parallèle, pardon, avec OVH, ce qui s'est passé l'année dernière, pour dire que voilà, ça peut toucher des industriels à risque, mais ça peut aussi également toucher, je dirais, des bâtiments qui peuvent être peut-être plus tertiaires, plus, je dirais, liés à des ordinateurs, entre guillemets, avec des serveurs qui ont pris feu, tout simplement. Donc voilà, c'est un sujet qui ne concerne finalement pas que les industriels, mais qui peut concerner toute entreprise et tout site, tout établissement. Donc en effet, hein, à la suite de cela, derrière, cet événement a été révélateur et déclencheur d'action, puisqu'à la suite de cela, l'Adréal, qui vient, je dirais, être entre guillemets le gendarme hein, de la conformité sécurité pour les entreprises, a tout de suite déclenché, enfin identifié que la culture prévention, la culture sécurité n'était pas optimale et donc derrière a mis en place des actions de contrôle et notamment un renforcement des contrôles sur des sites qui peuvent présenter des risques, d'accord, avec notamment lors de ces des contrôles, pardon, des déclenchements d'exercices de gestion de crise en heures non ouvrées. Donc, c'est-à-dire que les contrôleurs, qui étaient entre 2 et 6 par contrôle, venaient donc, et viennent, puisque c'est encore d'actualité et que ces contrôles vont être renforcés, viennent sur site déclencher une gestion de crise, donc c'est-à-dire une évacuation d'urgence, donc en heures non ouvrées, donc soit en soirée de semaine ou le week-end, le dimanche, parce qu'ils savent qu'il n'y a pas forcément, je dirais, de gestion de crise prévue ou entre guillemets d'astreinte forcément prévue et optimisée dans ces moments-là. Et donc, leur objectif, c'est aussi de mettre à mal, entre guillemets, les organisations, de tester les organisations sur ces moments, entre guillemets, un peu de faiblesse, entre guillemets. Et donc, cela aboutit à 21 000 contrôles en 2021, un objectif de 25 000 en 2022 et, je dirais, continuer une croissance de ces contrôles sur les années à venir. On peut rapidement hein, sur cet aspect-là des contrôles, on a vu hein, dernièrement qu'un de ces contrôles, fin mai 2022, avait notamment dans une entreprise spécialisée dans la révision et l'entretien de matériel aéronautique à Rive-en-Seine, il y a eu une mise en demeure carrément qui a été signée par la préfecture parce qu'il y a des dysfonctionnements récurrents qui ont été constatés lors d'un exercice incendie. Et donc, l'usine a été bloquée le temps d'une mise en conformité de tout cet aspect-là de gestion, d'organisation et d'une meilleure prise en main de la gestion de crise sur ce site-là. Donc, il y a un impact qui a été tout simplement jusqu'à une mise en demeure et un arrêt du site tant que voilà, la mise en conformité n'était pas annoncée. D'accord, donc les premières recommandations à la suite de ces contrôles, et le deux gros points, je dirais, d'attention particulière hein, qui se sont dégagés à la suite de ces contrôles, c'est d'apporter une meilleure coordination des moyens sécurité sur site, d'accord, pendant une gestion de crise, d'avoir une meilleure coordination et une meilleure visibilité, une meilleure gestion des moyens sur site, et puis aussi la transmission de l'information au service de secours. Il faut qu'il y ait une meilleure homogénéisation des informations au service de secours, que tout le monde ait le même degré d'information qui soit transmis en interne, mais également en externe. D'accord. Monsieur Monti, peut-être que vous vouliez Oui, intervenir. je vais rajouter quelques petits points, ou en tout cas appuyer certains points que vous avez pu dire jusqu'à présent. Déjà en termes d'organisation, hein, on a parlé donc de la cellule de crise. Il faut bien distinguer des membres permanents de la cellule de crise et puis des experts qu'on va faire venir pour telle ou telle crise. Hein. Si on prend la cyberattaque, il va falloir intégrer l'IT manager dans la cellule de crise, mais la cellule de crise, elle va toujours comprendre des permanents qui vont être la direction, le responsable HSE, le responsable RH, et puis on va venir comme ça faire venir des experts pour telle ou telle partie. La cellule de crise, elle a vraiment pour moi quatre fonctions principales pendant la gestion de la crise.
Une première, ça va être l'identification des risques, les risques immédiats. Si on prend Lubrizol, bah, c'est véritablement le départ d'incendie. Et puis les risques à venir aussi, c'est-à-dire de prendre conscience immédiatement des risques qu'il va y avoir pour les populations autour, pour l'ensemble du site et des risques médiatiques également. Donc ça va être le premier point que la cellule de crise va avoir comme objectif, c'est de bien identifier les risques en cours. La deuxième chose, ça va être d'agir, bien évidemment, que ce soit de faire l'évacuation. Donc l'évacuation, ça va de l'évacuation jusqu'à rassemblement dans une zone bien définie. Ça va être le fait de s'assurer qu'on a bien fait appel au secours et ensuite qu'on a bien mis en place, décliner l'accueil des secours, l'information au secours pour aller jusqu'au site le lieu du site, le lieu plus précis concerné. Éventuellement l'envoi d'équipes internes également, donc il peut aussi y avoir des choses en interne. Donc ça, c'est toute la partie, je dirais, d'action de cette cellule de crise. Et un point qui est très important, et c'est là où on retrouve les recommandations, c'est sur la maîtrise de l'information. Donc cette cellule de crise va pouvoir maîtriser l'information, que ce soit en interne vis-à-vis des gens qu'il va falloir évacuer, donc d'avoir un message clair et compréhensible par tous, également en externe vis-à-vis des riverains, et puis vis-à-vis des secours. Donc il va falloir pouvoir maîtriser cette information, et on retrouve dedans les deux recommandations de meilleure coordination des moyens sur site. Donc, c'est essentiellement de la communication et puis de l'homénagisation des informations aux services de secours qui vont être justement cette partie communication vers les services de secours. Quelles sont les informations importantes pour les services de secours sur ce qui s'est passé, sur la cartographie du site en question. Donc ça va vraiment être je dirais, les trois actions dans le feu de l'action à mener par cette cellule de crise. Immédiatement après, on va retrouver le retour d'expérience. Je pense que dans une cellule de crise, on peut pas elle peut pas se clôturer sans avoir un retour d'expérience, c'est-à-dire avoir débriefer sur ce qui a fonctionné, ce qui a un petit peu moins bien marché, ce qu'il aurait fallu faire, ce qu'il a manqué pendant la situation de crise. Donc ce retour d'expérience fait directement partie du fonctionnement de cette cellule de crise et donc va aussi avoir besoin de cette information-là pour alimenter le retour d'expérience, d'avoir une information claire sur ce qui s'est passé, permettra par la suite d'en tirer une meilleure organisation pour les situations potentiellement à venir. Et puis je crois que la dernière partie de la cellule de crise, c'est hors situation de crise. C'est bien évidemment de tout mettre en place en termes d'organisation, en termes de cartographie des risques, pour justement identifier quels sont les risques, que ce soit un risque particulièrement en termes de sécurité, un risque en termes de cyberattaque, un risque en termes d'incendie, d'explosion. Tous les risques que vous avez pu évoquer tout à l'heure. Donc vraiment faire cette organisation-là et puis mettre à disposition des moyens de prévention, des moyens de lutte également. Il faut bien distinguer les deux, les moyens de prévention et les moyens de lutte, si jamais le risque est présent. Et puis décliner ça en formation. Et le tout décline sur des exercices. Toute organisation a besoin de mettre en place ces exercices et on voit ici que le renforcement également qui est demandé par l'Adréal de déclenchement d'exercices. Donc ça fait vraiment partie aussi de l'organisation à avoir, de toujours tester, de prévoir à échéance le test de telle ou telle situation de crise pour vérifier si tous les acteurs sont bien formés, s'ils ont bien tous les moyens, si en termes d'organisation, de la communication, etc., on va avoir ces bonnes informations. Voilà, donc on voit bien que dans la gestion de crise, on va retrouver très directement les informations et les points qu'ont relevés l'Adréal, d'améliorer l'information, hein, la meilleure coordination, c'est une meilleure information des moyens sur le site et l'homogénéisation des informations au service de secours. Voilà, je vous laisse la parole, Ilyes et Lounis. Il n'y a pas de souci, merci. Merci, Monsieur Monti, pour ces petites précisions. Ouais, complètement. Parce que tout ce que vous avez pu dire sert en fait d'introduction à vous expliquer un peu la solution Cantac, tout simplement. Puisque les points qui ont été évoqués, notamment par Lounis et aussi par Monsieur Monti, résument en quelque sorte en fait notre activité, puisqu'on s'insère en fait dans la gestion de crise
Et en fait, c'est à la suite d'une étude d'usage qu'on a pu identifier vraiment 3 besoins, une étude d'usage sur laquelle on est allé interroger vraiment des sites de toute configuration, si je peux dire. Voilà, on avait des sites Céveso, des sites tertiaires, des sites ICPE, des établissements recevant du public. Et on a aussi travaillé avec les pompiers, avec la SDIS de Lyon. Et on a pu établir, identifier ces 3 besoins qu'on retrouve notamment, qu'on a dit juste avant avec les recommandations de l'Adréal, autour d'une meilleure visibilité sur le taux d'évacuation en temps réel, une transmission d'informations homogénéisée pendant une situation de crise. Et on sent aussi que dans certaines entreprises, notamment dans le secteur tertiaire, on a du mal à mobiliser de plus en plus ces communautés sécurité. Donc voilà, essayer de trouver aussi un moyen de remobiliser sa communauté sécurité en interne, notamment en retravaillant aussi sur l'image de la sécurité dans l'entreprise. Donc voilà, et en fait, l'objectif était vraiment de réfléchir sur comment on peut atténuer aujourd'hui l'impact des crises de demain. Et je pense qu'on en a très bien parlé juste avant. Mais voilà, on veut commencer dans un premier temps sur le début d'une gestion de crise, c'est-à-dire une meilleure coordination pendant une évacuation d'urgence. C'est ça. Donc, sur l'aspect, hein, juste pour compléter ce que dit Ilyes, donc nous, en partant de la gestion de crise, on s'est focus sur l'évacuation d'urgence parce qu'on a remarqué dans un premier temps, hein, c'est l'un des premiers, je dirais, aspects, une des premières fonctionnalités qu'on développe, c'est l'évacuation d'urgence, puisque beaucoup de crises peuvent mener à une évacuation d'urgence. Donc aujourd'hui, notre premier, je dirais, focus est sur l'évacuation d'urgence. Exactement. Donc après cette étude d'usage, on a souhaité en fait co-construire notre outil, si je peux dire. Et donc c'est quelque chose qu'on a co-construit en partenariat avec l'UDIMEC et l'UIMM. En tout, on a regroupé donc 5 entreprises, donc 4 sur la région Auvergne-Rhône-Alpes et une sur Paris. Le but en fait de cette co-construction était vraiment au travers de 5 mois de développement, de mettre en place la solution afin qu'elle corresponde exactement la façon dont les entreprises ont l'habitude de mettre en place une cellule de crise. En plus de ces éléments-là, vous pouvez voir dans les 5 entreprises, on a des entreprises vraiment de toutes tailles différentes, avec des milieux très industriels, voire aussi des sites 100% tertiaires. Donc voilà, on a essayé aussi d'avoir des profils différents, pardon, pour justement pour justement mettre en place un outil qui se veut adressable à la fois pour des sites tertiaires, mais aussi pour des sites avec des risques Céveso ou des ICPE. Donc voilà, et donc les 2 chiffres que vous avez en bas, c'est parce qu'on a travaillé autour d'un focus group. Le chiffre 16 correspond au nombre d'acteurs, de membres cellules de crise, notamment de ces 5 entreprises-là, qui ont tout simplement fait partie du focus group pour mettre en place la solution. Et le chiffre 24 est tout simplement le nombre de chargés d'évacuation qu'on avait avec nous, donc ce qui est Serfil, Guidefil, etc., pour mettre en place aussi une version pour justement ces acteurs du quotidien, afin de mieux coordonner les évacuations d'urgence. Donc, tout simplement, après vous avoir présenté un peu tout ça, on a créé donc Contact, un as a service, le premier software as a service qui permet de simplifier la gestion des situations de crise de tout acteur sécurité, à la fois sur l'avant, le pendant et l'après. Tout simplement sur l'avant, pour tout ce qui est sensibilisation à, à la gestion de crise et aux évacuations d'urgence, voilà, avec notamment les formations, etc., etc. Sur le pendant, puisque avec notre software, notre logiciel, pardon, on arrive à mieux coordonner, mieux communiquer et vraiment aider la cellule de crise à mieux gérer cette situation. Et sur l'après, puisqu'en fait, toutes les données qu'on va collecter pendant l'évacuation, on en génère des rapports automatiques, ce qui permet de garder en fait un historique de ces évacuations d'urgence avec des indicateurs clés qui permettent tout simplement de vous suggérer des améliorations pour mettre en place justement cette cellule de crise et améliorer petit à petit, notamment sur la base des exercices, etc., toute la gestion de crise, quelle qu'elle soit. On retrouve hein, les 3 phases dont je parlais tout à l'heure. La phase de tout ce qui est avant, c'est-à-dire la prévention qui peut être mise en place dans l'entreprise, le pendant de la crise, et puis l'après, c'est vraiment le retour d'expérience et les actions qui sont à mener pour justement s'améliorer, hein. Dans toute organisation, on a toujours besoin d'amélioration.
Ouais, complètement. C'est Exactement. une boucle. Le serpent qui se mord la queue. Donc pour vous parler, enfin, pour vous montrer rapidement à quoi ressemble ce logiciel, on va pas rentrer dans les détails, mais voilà, pour vous montrer un peu. Donc on a aujourd'hui des versions qui concernent en fait ce qu'on appelle la levée de doute, pour renseigner un peu l'origine de l'alarme, une version pour les chargés d'évacuation pour savoir comment se passe l'évacuation en temps réel au sein des bâtiments. Et en fait, toutes ces informations qui sont collectées sont remontées directement à la cellule de crise qu'on a digitalisée, notamment avec cet écran-là que vous voyez, au travers du dashboard en fait, sur lequel on a vraiment les indicateurs clés pour mieux coordonner mon évacuation en interne, mais aussi pour fluidifier l'arrivée des secours, puisque avec ce degré d'information-là, vous avez toutes les informations essentielles pour pour que en fait, les secours interviennent au mieux. Et à droite, en fait, c'est la partie historique, donc sur l'après, avec toutes les informations qu'on collecte et notamment un petit chrono qu'on aime bien appeler la boîte noire de l'évacuation, puisque tous les événements sont horodatés dans cette phase-là. Et donc, vous avez un retour ultra précis sur tout ce qui a pu se passer pendant ces évacuations d'urgence. Juste, excuse-moi, on revient en arrière un petit Bien peu. sûr, bien sûr, bien sûr. Pour être précis, en fait, il y a donc la cellule de crise qui a un accès directement à tout ce qui est reporting en temps réel. C'est On ça. va avoir les acteurs sécurité qui, eux, vont avoir aussi la même application avec une vue de ce qu'ils ont à faire et valider au fur et à mesure ce qu'ils vont avoir de fait. Et je crois qu'il y a également tout ce qui est capteur avec les alertes, les issues de secours pour des remontées plus techniques. Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est Donc, ce qui exactement ça. permet d'avoir l'information centralisée sur quelle zone et d'où a été émis l'alerte, quelles sont les équipes qui peuvent être sur place, où en est l'évacuation d'un autre côté. Voilà, donc on a vraiment une vision globale, ce qui répond, hein, c'est vraiment très intéressant parce que ça répond aux problématiques. Hein. Toute personne qui a fait un exercice d'évacuation connaît la difficulté d'avoir cette remontée d'informations en temps réel dessus. Et donc là, cette application, en fait, va permettre cette coordination de savoir quels sont les guides CERFIL, équipiers incendie qui peuvent intervenir si on prend la situation là que vous avez mis de départ d'incendie. Donc d'avoir en temps réel qui est sur place, qui commence à évacuer, quelles sont les zones qui sont évacuées, quelles zones qui ne sont pas évacuées. Exactement. Exact. Et pour compléter un peu ce que vous dites aussi, en termes de cellules de crise, on vient aussi digitaliser tout ce qui est fiches réflexes, en lien notamment avec l'origine, en fait, le type d'alarme qui est lancé. On peut adapter cette fiche réflexe par rapport à ce type, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, les évacuations et la gestion de crise ne concernent pas que l'incendie. Donc voilà, améliorer tout simplement la gestion de crise. Ça, exactement. Donc voilà rapidement sur notre solution. Exactement, pour compléter hein, sur les trois grands apports, je dirais le premier, c'est apporter une efficience organisationnelle. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un cas d'actualité, mais avec le télétravail aujourd'hui, des flex office, des entreprises qui sont de plus en plus ouvertes, je dirais, on ne sait jamais trop finalement quels sont les effectifs sécurité en temps réel. Et donc, derrière, nous, l'intérêt, c'est d'optimiser la gestion de ces situations de crise, de pouvoir mettre en place des systèmes d'astreinte. Typiquement, le fait de pouvoir gérer à distance ces évacuations d'urgence-là, typiquement une cellule de crise qui doit se mettre en place rapidement, virtuellement, entre guillemets, si on est le week-end ou on est le soir, qu'on est responsable d'un site, et bien d'avoir cette visibilité je dirais, non négligeable pour tout responsable. La deuxième catégorie, je dirais, c'est la réduction des risques parce que comme l'a dit Ilyes, le fait que les données soient horodatées fait qu'il y a derrière une réelle traçabilité des informations qui permet derrière de soit gérer à distance, possibilité aussi de gérer des personnes à mobilité réduite. On ne l'a pas forcément évoqué parce qu'il y a une plénitude de fonctionnalités dans l'application, mais derrière, il y a la possibilité de prendre en charge des blessés, de pouvoir rapidement prendre en charge une personne à mobilité réduite, d'en être rapidement informé pour la cellule de crise, sans pour autant boucher des canaux de communication. Parce que l'outil, comme on l'a dit, hein, c'est la base. On a travaillé à ce qu'il soit ergonomique, qu'il ait
le moins, je dirais, de boutons sur lequel appuyer. Qu'en 3 clics, entre guillemets, on puisse très rapidement conclure, oui, finaliser son évacuation d'urgence en étant assuré qu'on a bien fait notre job. Voilà vraiment la base de la solution. Et enfin, on le sait, on l'a évoqué tout à l'heure, hein, encore avec Lubrizol, mais la sécurité est intrinsèquement liée à l'image. Et donc là, on a pu voilà, remobiliser des équipes sécurité en interne. On a pu derrière tout simplement fournir grâce à ces rapports-là, lors d'audit, des rapports d'évacuation qui ont fait que voilà, on a pu montrer patte blanche, où on a pu travailler, et on travaille actuellement avec certaines entreprises, avec leurs assureurs, pour travailler, réfléchir voilà, au fait qu'en acquérant la solution, ils ont réduit leurs risques en interne, et que, je dirais, leur prime d'assurance peut être réfléchie, retravaillée en phase avec l'acquisition de la solution, tout simplement. Exactement. Donc, pour finir rapidement la présentation, voulez-vous présenter quelques témoignages de nos clients, tout simplement, qui ont fait partie de la co-construction et qui aujourd'hui sont des clients qu'on a déployés. Donc, globalement, sur Becton Dickinson, Monsieur Stéphane Brun, le security supervisor, Becton Dickinson, oui, pour vous donner un peu un ordre d'idée de l'entreprise que c'est. Donc, c'est une entreprise de 2800 personnes, c'est Veso seuil bas, qui travaille 24/24, 7 jours sur 7, voilà, jours non ouvrés, les week-ends, etc. Donc, avec une cellule de crise qu'ils viennent de mettre en place, avec un nouveau bâtiment d'ailleurs. Et donc voilà, on a travaillé avec eux, et donc là, ce sont un peu les éléments que M. Brun nous a fait remonter. Donc voilà, vous pouvez les lire, mais Contact peut m'apporter une réelle visibilité sur mes effectifs de Serfil en temps réel. Je peux partir en déplacement plus sereinement avec cette solution. Ou encore, je pourrais mobiliser de nouveaux Serfils qui seront séduits par le côté à l'air du temps de la solution. Les tests ont créé un enthousiasme en interne. Salounis en a parlé, j'en ai parlé aussi, mais c'est vrai que on a fait tester l'application à beaucoup de Serfils, et c'est une des choses qui est le plus remontée, c'est-à-dire que on a senti qu'aujourd'hui, les Serfils se sentaient plus à l'aise et arriveraient plus simplement à convaincre leurs collègues, si je peux dire, pour augmenter ces effectifs-là. Et enfin, vous montrer un peu le témoignage aussi de Marjorie Girbès, donc responsable santé et sécurité chez Minitube. Donc Minitube, une entreprise à Grenoble qui fait des mini-tubes. Ils n'ont pas innové dans le nom, mais globalement, plus de 250 employés, avec une grosse partie tertiaire, et une extension de leur partie usine qu'ils sont en train de mettre en place. Donc voilà, ils ont mis en place la solution Contact, et on a un petit support vidéo à vous faire voir qui dure 2 petites minutes je pense qu'elle parlera mieux que nous de la solution. Hop, j'espère juste que le son marche, mais normalement tout est bon. N'hésitez pas à me dire si le son ne passe pas. C'est bon, on entend la musique là. L'avantage principal, c'est le fait que ça soit très synthétique, et toutes les informations essentielles se regroupent sur un seul endroit, un seul point. Donc sur le smartphone aussi, c'est une solution assez simplifiée et assez simple du coup. Et c'est vraiment quelque chose qui est utile et utilisable. Donc pour moi, c'est vraiment le gros avantage de la solution. Alors, ce qui est intéressant, c'est le côté en direct, c'est-à-dire que bien souvent, l'information, quand on est en évacuation, on se la partage, mais ça prend un peu de temps aussi, le temps d'appeler, le temps de communiquer. Et puis, effectivement, il y a bien souvent, on a des systèmes qui nous permettent de le faire par talkie-walkie et autres. Mais là, on a toutes les informations en temps réel sur le smartphone. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est le fait que ça soit en temps réel. Reporting, alors c'est vrai que c'est un outil sympa parce qu'on peut avoir, ça nous fait tout le travail que nous on fait en aval d'une évacuation sur quels sont les points forts, les points faibles, comment s'est passée l'évacuation en termes de chronologie, les personnes, il y a toutes ces informations quantitatives et qualitatives qui nous aident, nous, après, à nous améliorer. Un jour, ça peut peut-être arriver, une vraie évacuation avec un vrai incendie, une vraie problématique, et il faut qu'on soit prêt ce jour-là. Donc si on n'a pas tout ce feedback qui nous est fait en amont et toute cette amélioration qu'on fait en interne, forcément, un jour, il pourra se passer, ça pourra très mal se passer.
Oui, effectivement, je parlais de Talkie-Walkie parce que c'est une des premières choses auxquelles on a pensé, notamment à Minitube. Là où ça se différencie, c'est vraiment en temps réel et sur le fait que toutes les personnes qui sont au cœur de l'évacuation, que ce soit les CERFIL, la cellule de crise ou tous les autres acteurs, en fait, qui sont informés en temps réel des informations dont ils ont besoin, et uniquement des informations dont ils ont besoin, et ça, c'est ce qui est important aussi. Il ne faut pas polluer et avoir trop d'informations, et à l'inverse, il faut avoir celles dont on a besoin. À communiquer aux pompiers sur nos risques en interne, sur les personnes qui restent ou pas, effectivement, quand on a une idée claire de où sont les zones où il manque une vérification des personnes et s'il y a des personnes manquantes, ça c'est ce qu'il leur faut aux pompiers. Ils vont demander effectivement où sont les zones qui n'ont pas été vérifiées et est-ce qu'il y a des manquantes. C'est vraiment les deux informations qui vont demander en plus effectivement des risques. Donc ça, en fait, on les retrouve dans l'application. Et ça, c'est important parce que c'est ce qu'ils vont demander en premier. Donc effectivement, c'est important. Donc voilà, tac, je vais repasser en plein écran. Tac. Donc voilà, très positif tous ces commentaires, hein. Félicitations à vous. Voilà, c'est à la fin en fait de l'expertise et des 5 mois de développement qu'on a mis en place en fait ces témoignages-là pour vous tout simplement montrer l'impact que ces 5 mois de travail qu'on a fait avec eux allaient servir, si je peux dire, pour le futur et le présent aujourd'hui pour nous. C'est ça, c'est totalement dans la continuité hein, de ce qu'on vous a présenté. Et donc, pour je dirais, conclure, hein, finaliser un peu cette présentation, voilà, nous, on aime bien, on a trouvé intéressant que voilà, on fasse tester parce qu'il faut aussi prouver de la pertinence hein, en interne dans les entreprises. Et donc, nous, c'est de proposer un test gratuitement. Donc, voilà, une offre un peu exclusive parce que normalement, ce test, voilà, on l'adresse payant aux entreprises dans la plupart du temps. Et donc là, voilà, c'est un peu une offre un peu exclusive. Donc, pour ce webinaire, donc on propose de tester gratuitement pour les entreprises qui participent à ce webinaire. Et donc, on va mettre un lien Google Forms, pardon, un petit questionnaire que vous pouvez remplir rapidement, un nom, prénom, une petite adresse mail pour vous inscrire si vous souhaitez tester tout simplement gratuitement la solution. Et enfin, ça, vous pouvez le mettre soit dans le chat tout de suite pour ceux qui sont présents, et puis on le mettra également lors de la diffusion du replay, puisque il y a beaucoup de personnes qui attendent le replay pour regarder ce qui s'est dit. Donc on le mettra également en lien avec la diffusion du replay. Merci beaucoup pour cette présentation et de nous avoir montré un petit peu ce que les nouvelles technologies pouvaient apporter d'amélioration et qui répond aux besoins vraiment de l'Adréal par rapport à des cas concrets d'accidents comme le Lubrizol. Donc merci pour ce travail et puis cette présentation aujourd'hui. Et puis on arrive pile au niveau du timing. Donc on va prendre les questions. Je ne sais pas si vous avez vu sur le côté, il y a eu quelques questions qui sont arrivées. Donc si les personnes veulent ouvrir leur caméra maintenant et puis se présenter et puis poser la question directement, on va essayer de répondre à tout ça. Voilà, je vois qu'une première personne a mis sa caméra. Allez-y, monsieur Laborier. Bonjour. Florent Laborier, je suis responsable sécurité incendie pour le siège de l'OCDE à Paris. Vous parlez donc dans la présentation, vous montrez une information sur une détection incendie entraînant une évacuation. Est-ce que vous avez une passerelle avec les systèmes de supervision qui permet de donner l'information en temps réel de la détection incendie, ou est-ce que c'est une action humaine qui va alimenter votre application? Pour répondre à votre question, c'est des questions qu'on s'est posées, qu'on a mis sur la table justement avec les entreprises avec lesquelles on a travaillé. On a fait le choix en fait de partir sur quelque chose qui n'est pas connecté au SSI. D'une part parce que les modèles de SSI sont assez nombreux et complexes à joindre d'une manière vraiment technique. Et le deuxième choix aussi, c'est en termes de cybersécurité. En fait, on ne se connecte pas au système d'information, que ce soit le SSI ou les serveurs. On veut vraiment tout garder de notre côté pour qu'en fait, on ne soit pas une passerelle de cyberattaque potentielle pour l'entreprise en question. Donc, c'est pour ça qu'on a fait ce choix-là de ne pas se connecter directement au SSI. Donc,
C'est pour ça qu'on vous a montré la version pour la levée de doute. C'est pour qu'en fait, avec une action assez rapide, en 2 clics, vous puissiez dire par l'action humaine quel type de détecteur était déclenché. Et nous, en fait, on sait en renseignant le type de détecteur où est-ce que c'est. D'accord. Merci et bien joué. Merci. Merci pour cette question. Merci. Est-ce qu'on a une question J'ai vu que monsieur... Alors, attendez, il y avait monsieur Mollet qui avait posé plusieurs questions. Voilà, bah, c'est parfait. Monsieur Mollet, allez-y. Bonjour à tous, bonsoir. Avant toute chose, félicitations, c'est génial. Même si mes questions sont peut-être un petit peu tatillonnes, c'est vraiment super, c'est un super produit. Peut-être juste vous présenter avant pour qu'on sache un peu votre univers à vous. Donc, Éric Mollet, actuellement en transition, travaillé pendant 5 ans pour une grosse entreprise internationale qui commence par un A, qui finit par un N et qui a un Z au milieu. Et 30 ans auparavant dans l'institution militaire, donc j'ai une bonne vision des gestions de crise. Et en l'occurrence, c'est pour ça que je me permets de dire félicitations, parce que c'est ce qu'on attend de la technologie et l'outil que vous présentez, à la fois la cosmétique, la facilité, l'ergonomie qu'on semble voir au travers des quelques photos, donc je m'emploierai à attester, est vraiment extraordinaire. En tous les cas, c'est ce qu'on attend aujourd'hui. Maintenant, quelques petites questions. La première, c'est lorsque vous êtes directeur d'établissement, il est souvent, même si vos employés sont scannés, les effectifs et la photo exacte des ressources humaines sur le site se trouvent dans un seul lieu. Et d'ailleurs, on va peut-être faire le lien avec le SSI, la question précédente. C'est comment votre outil arrive-t-il à reporter la photo exacte des ressources humaines qui sont sur le site, sachant qu'elles ne sont pas rentrées dans le logiciel, je suppose. Donc, comment vous interagissez? Exactement. Déjà, merci pour ces petits compliments. Et cette question-là, effectivement, donc c'est une des premières questions qu'on s'est posées. C'est finalement, au début, toutes les entreprises nous demandaient de savoir combien de personnes étaient présentes sur site, etc. Et en fait, en se posant la question avec eux, on se posait la question finalement, est-ce que c'était de savoir combien de gens étaient présents sur site, ou est-ce que finalement, la question qu'il fallait se poser, c'était pas plutôt est-ce qu'on est sûr qu'il ne reste plus personne dans les bâtiments? Et en fait, c'est en partant de cette question-là qu'on est remonté et qu'on s'est dit qu'au final, dans un premier temps, l'intérêt n'était pas d'équiper tout le monde, tout le site de personnes, de smartphones et d'applications, mais plutôt de s'appuyer sur les effectifs sécurité et le système existant de guides Serfil, qui sont eux là pour checker les pièces et s'assurer qu'il ne reste plus personne dans les pièces. Donc aujourd'hui, la solution, elle s'adresse qu'aux acteurs sécurité et pas à toute l'entreprise. D'accord, on est bien là. Bien évidemment, on ne l'a pas forcément reprécisé. Enfin, c'est une très bonne question parce que on a sûrement dû balayer la chose très vite, mais du coup, la solution ne s'adresse qu'aux acteurs sécurité qui sont bien souvent volontaires, qui sont des personnes qui sont sensibilisées à ces sujets-là. Et donc, derrière, le déploiement est plus facile. Enfin, ouais, le déploiement est plus facile dans les entreprises aujourd'hui qu'on a équipées parce que les personnes sont prêtes à prendre l'application, la mettre en place et derrière, dire s'il reste ou pas quelqu'un dans les bâtiments, dans les pièces qu'il doit checker. Et à défaut, s'il n'y a pas l'acteur sécurité, au moins on sait qu'une pièce, une zone est blanche et n'a pas été visitée. Et donc là, derrière, pouvoir permettre une meilleure intervention ou envoyer un sauveteur secouriste du travail ou quelqu'un. Mais en tout cas, on a de l'information en tout cas sur l'évacuation en temps réel. D'accord. Ok, c'est très bien d'avoir pris le problème dans ce sens-là. Et donc ça répond en particulier à la deuxième question, probablement, c'est les smartphones. Donc ça veut dire que ces outils-là et les smartphones, où on autorise, pour les entreprises qui n'autoriseraient pas, autorise uniquement les acteurs de sécurité à détenir le smartphone avec l'application correspondante. Oui, c'est exactement ça, comme l'exemple de Minitube, par exemple. C'est vrai que les employés à l'usine ne sont pas autorisés d'avoir leur téléphone avec eux. Et c'est vrai que pour les Serfil, du coup, c'est quelque chose qui a été entre guillemets levé. Après, voilà, on veut une facilité d'installation, donc que ce soit sur téléphone perso ou professionnel, on peut mettre en place l'application. Voilà, avec nous, on n'en a pas parlé aussi, mais on a un Data Protection Officer avec nous pour être certifié vis-à-vis de la CNIL, de la RGPD, toutes les questions de cybersécurité. Donc voilà, on a mis en place en fait tous ces éléments-là pour permettre une facilité de déploiement beaucoup plus rapide, si je peux dire, pour ces acteurs que sont les acteurs sécurité.
Ok, super. Dernière question, c'est celle qui est indiquée à droite, ça concerne l'uniformisation des documents. Vous avez dit que vous avez travaillé avec les pompiers. En fait, aujourd'hui, une des problématiques que l'on rencontre en particulier dans la gestion de ces événements, donc incendie, départ de feu et ainsi de suite, c'est que les pompiers, quand bien même on a eu auparavant des URP et autres documents, n'ont pas la connaissance en amont de l'établissement. Et donc, est-ce que vous avez travaillé sur une uniformisation des données venant du haut et pas du bas, parce que sinon chaque entreprise va faire son propre dossier? Est-ce que les pompiers ont donné un certain nombre on va dire, de règles ou d'attentes s'agissant des informations dont ils avaient besoin lorsqu'ils arrivaient sur un site? Ouais, justement, en fait, c'était dans l'étude d'usage qu'on en a parlé. On a intégré justement les pompiers dans cette étude d'usage pour voir les éléments vraiment essentiels dont eux avaient besoin pour intervenir efficacement sur site. Et c'est globalement les informations qu'on retrouve sur le dashboard. Donc voilà, savoir en fait quelle zone est évacuée ou non, quelle pièce est checkée ou non, s'il y a un SOS, savoir où est-ce qu'il est, ce SOS, c'est aussi une des plus grosses problématiques. Savoir le nombre d'acteurs sur lequel je peux compter et les types d'acteurs, parce qu'ils ne sont pas tous du même type, si je peux dire. Voilà, donc en fait, c'est amener en fait cette homogénéisation et en fait à terme travailler aussi avec eux pour leur développer une version pour eux, pour qu'en fait ils aient aussi ces informations-là via l'application directement depuis le camion pompier en allant sur le site. Oui, bah, c'était plutôt dans ce sensla ma question. Ouais, oui. Sur leur document, l'affiche en arrivant, tenez, voilà la situation. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. On y travaille. Cool. Il y a du boulot. Bah, écoutez, c'est vraiment génial, super. Merci, Félicitations encore à vous. Merci, au plaisir d'échanger. Merci. Est-ce qu'on a une autre question? Je crois qu'il y avait d'autres questions qui avaient été écrites, mais même ceux qui n'ont pas écrit de questions, vous pouvez bien évidemment. Oui, bonjour à tous. Je suis désolé, je ne peux pas allumer mon écran. Il y a la petite caméra, le flash qui s'allume, donc je ne veux pas me cacher. Toutes mes excuses. Bravo pour le travail, encore une fois. J'ai trouvé que c'était particulièrement adapté au secteur tertiaire, pour être honnête, dans les milieux très contraignants. J'avais posé une question qui concernait le type de configuration, parce qu'on voyait des écrans de téléphone sur votre présentation. Donc, finalement, j'en ai déduit que c'était l'élément de base, mais vous auriez pu aussi avoir d'autres configurations hardware à disposition des employés ou bien des personnels de sécurité. Mais donc là, c'est clair. Maintenant, je vois de quoi il s'agit. Peut-être, est-ce que vous pourriez nous dire peut-être le nombre typiquement une configuration type, combien de téléphones, enfin, quel est l'outil sur lequel il tourne, les éléments de sécurité des systèmes que vous avez, les types de redondance, le cas échéant, puisque là, on parle d'outils qui doivent performer en toutes circonstances, donc, y compris des circonstances où il peut y avoir des champs magnétiques ou électromagnétiques qui sont perturbés de par l'occurrence de l'événement. Alors, c'est pour ça la question du hardware-software, c'était une question. Puis après, j'avais une autre question qui était, je suis sûr que vous travaillez sur les prochaines versions, les prochains modules, si vous pouviez nous donner quelques éclairages sur vos priorités. Voilà, merci par avance. Non, il n'y a pas de souci. Est-ce que peut-être, Monsieur Kriki, vous présentez assez rapidement histoire? Oui, toutes mes excuses, j'étais focalisé sur la caméra. Moi, je suis manager de transition en direction opérationnelle spécialisée HSE. Donc voilà. Okay. Très bien. Merci déjà pour votre question. Ouais, merci. Alors, il y avait plusieurs questions. Oui, il y avait pas mal en fait. Je dirais sur la première partie, pardon, qui était sur configuration hardware et puis l'intégrité en fait des solutions suite à des perturbations qui ne sont pas toujours prévisibles. Oui, vas-y, je t'en prie. Vu que c'est un peu plus technique, je me permets de commencer. Lounis teasera un peu sur les nouvelles fonctionnalités, si je peux dire. Mais pour répondre à votre question, aujourd'hui, en fait, on est une solution 100% software dans un premier temps. Donc, on vient s'implémenter en fait sur les supports téléphone et tablettes. Et en écran, ouais, parce que je voulais te laisser le teaser, mais je vais le dire. Non, on travaille aussi sur une version web en fait, en plus de la version smartphone. Donc voilà, la version smartphone existe et là, on travaille actuellement, qui fait partie de notre développement actuel, sur une version web pour qu'on puisse en fait projeter sur grand écran tactile l'équipement du dashboard.
je te laisserai teaser sur ça, mais pour revenir un peu aux éléments techniques, c'est vrai qu'on a aussi pensé, vous l'avez si bien dit, mais à un mode hors ligne, c'est-à-dire que dans certaines, en fait, on a eu le cas dans une des entreprises où dans certaines parties de côté industriel, il n'y avait pas forcément beaucoup de réseaux, donc en fait, il y a en place un mode hors ligne. C'est-à-dire que si un chargé d'évacuation se trouve dans cette zone-là, il peut remplir l'application comme il a l'habitude de le faire. Et en fait, une fois qu'il se rendra dehors ou dès qu'il retrouve du réseau, que ce soit avec des bornes Wi-Fi ou autre, ou son réseau cellulaire, on a l'information en fait automatiquement. Donc voilà, globalement, je ne sais pas s'il y avait peut-être d'autres questions ici sur le paramétrage. En fait, on demande avant, au préalable à l'entreprise, de nous envoyer toutes les informations. Donc voilà, c'est tout simple. On sait, on peut en fait mobiliser donc, les noms des détecteurs, noms des zones, noms des bâtiments, noms des pièces, les fiches réflexes. En fait, tout ça, on travaille avec vous avant de mettre en place la solution. On se pose autour de la table, on réfléchit à toute la personnalisation, même les numéros de téléphone que vous voulez intégrer dans l'application. Et à la fin de tout ça, en fait, on personnalise à 100% pour vous l'application pour qu'en fait, elle parle aussi et qu'il y ait la même nomenclature. Voilà, la nomenclature des bâtiments, la nomenclature des détecteurs. On sait qu'elle est complètement spécifique à votre site. Donc voilà, on fait en sorte de rendre l'application la plus modulable possible en termes de nomenclature des éléments qui y sont présents. C'est ça, oui, la plus proche, entre guillemets, de vos habitudes. Hein. L'intérêt, c'est aussi de s'intégrer, de s'implémenter dans les habitudes qui existent déjà et de faciliter encore plus ce qui se fait. Sur la partie teasing, je dirais, sur les versions, comme l'a dit Ilyes, donc c'est la première, un peu, je dirais, version, ce sera sur la partie web parce que aujourd'hui, on a un des clients qui a sa cellule de crise qui est dans une pièce, je dirais, de 15 mètres carrés avec des écrans en plat et du coup, qui souhaitait une visibilité, un dashboard donc, sur cet écran plat, sur un de ces écrans plats. Donc là, aujourd'hui, voilà, on a fini de la développer. Et en partie, notamment, en parallèle, aussi sur une version web, nous sommes en train de développer, je dirais, un peu, entre guillemets, la première business intelligence, un peu de la sécurité liée à cet aspect-là de gestion de crise et d'évacuation d'urgence, et pour tout simplement donner la possibilité à tout acteur, enfin, surtout aux responsables sécurité, d'avoir une réelle visibilité sur ses effectifs sécurité, de les avoir tous listés au même endroit, sur ses capteurs tous listés au même endroit, d'avoir vraiment une solution web sur laquelle tout simplement il voit le panel sécurité de son site plutôt lié évacuation d'urgence, incendie, enfin plus évacuation d'urgence avec, voilà, comme je l'ai dit, les acteurs sécurité, les leveurs de doute, enfin tous ces listings qui sont présents à un endroit, ces objectifs sécurité qui sont aussi listés, son budget, peut-être aussi la gestion de son budget. Ben, voilà, là, c'est ce qu'on est en train de co-construire en ce moment avec certains de ses clients. Et donc voilà un peu sur la version web. Et après, sur la version mobile, ben, on continue, je dirais, à développer là une version pour les sauveteurs secouristes du travail en ce moment. Et puis, sur les prochaines versions, on commence à sonder les clients pour savoir, même vous, hein, si vous avez déjà des idées, je dirais, qu'on continue à rester, je dirais, le plus proche de nos clients parce que c'est eux qui, derrière, souhaitent acquérir la solution. Donc voilà, on est à l'écoute, je dirais, on co-construit, on est toujours dans cette mouvance-là de co-construire proche des entreprises. Du terrain. Très clair, messieurs. Merci beaucoup. Merci. Génial. Merci. Et succès à votre société, à Contact. Merci. Juste pour vous préciser, on a mis le lien Forms dans le chat. Si vous voulez tester gratuitement l'application, avec grand plaisir. Vous avez juste à remplir le formulaire et on vous recontactera avec grand plaisir pour vous faire tester cette application. Je vous remercie. Merci. René, je vois que tu as levé la main. Oui, j'essaie de mettre la caméra. Bravo pour cette présentation, hein, très claire, et puis effectivement pour cette idée d'application qui est vraiment très, très utile. Bon, je crois qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites sur comment dire, le détail de fonctionnement de l'application. Moi, je veux simplement insister sur quelque chose, c'est parce que j'ai été amené dans ma période active, je dirais, à
à faire des exercices, à voir ce qui se passait au niveau des exercices d'évacuation, entre autres, hein, mais également dans des cas de crise autres. Et ce qui se passe en réalité, c'est qu'on a beau avoir une très bonne organisation, tout est prévu, tout est écrit sur les procédures, etc. Et au moment où le problème se pose, on oublie tout. Dans la panique, on fait des choses. Et alors c'est pas tout le monde, hein, évidemment. Il y en a certains qui gardent le sang-froid, mais bon, on perd un petit peu le cap. Et puis, le résultat, finalement, c'est qu'on n'applique pas les procédures. Et lorsqu'on fait ensuite le débriefing par rapport, par exemple, à une simulation d'incendie, etc., bon, on s'aperçoit que c'est bête, là, on a encore oublié ce truc-là. Hein, et on n'a pas fait ce qu'il fallait. Donc, je crois que c'est quand même ça qui est très intéressant avec l'application, c'est d'éviter vraiment d'avoir ce genre on devient un petit peu, comment dire, dans la panique, on peut perdre un petit peu ses moyens et voilà. Donc, je crois que c'est vraiment c'est très futé et très intéressant. Donc, bravo. Et puis, donc, bonne chance à cette application et à vous également. Bravo. Merci. Super. Merci pour ces éléments. Peut-être vous pourriez préciser un petit peu justement les fiches réflexes, hein, parce que pour rebondir par rapport à ce que René Schild dit, c'est justement les fiches réflexes qui peuvent être incorporées dans cette application, qui permettent justement de se souvenir des bons réflexes ou de vérifier qu'on a bien eu tous les réflexes qu'on est censé avoir. Oui, c'est exactement ça. En fait, les fiches réflexes sont aussi priorisées, donc en fait, elles sont rentrées par ordre de priorité. Donc moi, en tant que membre de la cellule de crise, ma fiche réflexe, j'aurais simplement à la parcourir de haut vers le bas et cocher ou non cocher, en fait, suivant les éléments qu'il y a pour être sûr que j'ai rien oublié de faire. Et ces fiches réflexes, on en a à la fois pour la cellule de crise, mais aussi pour la levée de doute, puisqu'il y a aussi des fiches réflexes pour la levée de doute. Donc voilà, et on laisse aussi la possibilité aux membres qui font la levée de doute de renseigner des commentaires pour ajouter des éléments supplémentaires en lien avec les éléments qu'ils puissent voir, si je peux dire, pour permettre en fait une meilleure connaissance de tous ces éléments-là et mieux gérer derrière. Sachant que, comme on l'a dit, les fiches réflexes sont aussi triées par typologie de gestion de crise, donc soit pour l'incendie, pour l'attentat, pour la cyberattaque, ce genre de choses. C'est des éléments qu'on a mis en place en tout cas dans les fiches réflexes.